Aujourd'hui, on va parler de Luis Garavito, l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire du XXe siècle, tout pays confondu. Il a tué pas moins de 138 enfants âgés entre 6 et 13 ans dans une soixantaine de villes en Colombie. Luis Alfredo Garavito Cubillos, de son nom complet, est né le 25 janvier 1957 dans le petit village de Genova en Colombie. Il a vécu avec ses deux parents, Rosa Delia et son père Manuel, qui eux-mêmes ont eu 7 enfants en tout et pour tout, dont Luis est lui-même l'aîné. Il est né dans un contexte de guerre civile, car juste avant, il y avait une dictature qui a été renversée, et donc il était très fréquent qu'à cette époque-là, beaucoup d'adultes ou d'enfants disparaissent, car énormément de gens migraient de ville en ville pour essayer de trouver du travail. A fortiori, énormément de gens disparaissaient. C'est très important pour la suite de l'histoire. En plus de vivre dans une misère économique flagrante, Louis a dû grandir dans un contexte familial extrêmement violent. En effet, son père, Manuel, était un coureur de jupons très connu dans son village, mais en plus de ça, étant un alcoolique, il était très violent avec sa femme et avec ses enfants. Louis a dû grandir en voyant sa mère se faire battre par son père, paraîtrait-il même violée quand celle-ci était enceinte de ses frères et sœurs. En plus des violences physiques, Luis Garavito faisait aussi l'objet, de la part de son père, de violences morales. En effet, il insultait très souvent et son sévice favori consistait à isoler son fils. L'isolement qui se traduisait comment? Son père l'empêchait d'avoir des amis à l'école ou même de les voir à l'extérieur de l'école. Ce qui faisait que Louis, quand il allait à l'école, étant donné qu'il n'avait pas d'amis, il faisait l'objet de beaucoup d'intimidation de la part des autres élèves, et au point que sa timidité a laissé place à un tempérament extrêmement violent. Et ça, c'est ses professeurs qui l'ont relevé très très tôt. Tout cela aboutit à quoi? Il a arrêté l'école tout bonnement à 11 ans. Un an après qu'il a arrêté l'école, à l'âge de 12 ans, Luis Garavito va être l'objet d'un nouveau sévice, d'un nouveau crime, d'une nouvelle humiliation. Son voisin et le pharmacien du quartier va se mettre à l'agresser sexuellement, et ce très fréquemment jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc pendant 2 ans, il va faire l'objet d'agressions sexuelles de la part d'un voisin qui est proche de la famille et qui en même temps est le pharmacien du quartier. Ces expériences, en réalité, vont avoir un effet dévastateur sur lui, qui fait qu'il va commencer à lui-même avoir des réactions violentes et avoir un comportement extrêmement déviant. Il va commencer à assassiner et disséquer des oiseaux, puis va lui-même commencer à se sentir attiré par des plus jeunes que lui. Comme si ça suffisait pas, à l'âge de 15 ans, un voisin va décider de l'inviter et de le faire regarder une vidéo à caractère pornographique entre un homme et une femme. Et là, tout de suite, Garavito va être dégoûté et va faire part de son dégoût à son voisin. La réaction du voisin a été tout bonnement de le violer brutalement. Réaction très bizarre, on est d'accord. En 1973, il a 16 ans et il va commencer son chemin du crime. C'est là où, pour la première fois, il va tenter d'agresser sexuellement un mineur dans la station de Buga, en Colombie toujours. Et heureusement, il n'a pas réussi à aller au bout de son crime, il va même se faire arrêter, mais faute de preuves et en niant fortement le contraire, il va être relâché par les policiers. Seulement voilà, il est relâché par les policiers, mais son père, lui, saisit cette opportunité pour tout bonnement le mettre à la porte. Et c'est là que Garavito va démarrer sa vie de nomade. Il voyagera de ville en ville en Colombie sans vraiment avoir un réel point d'ancrage, et c'est là où malheureusement il va commencer à organiser les crimes qu'il va perpétrer, comme je vous l'ai dit au début, dans la soixantaine de villes en Colombie, et devenir le tueur en série le plus prolifique que le 21e siècle n'ait jamais connu. Ironie du sort, il va lui-même devenir alcoolique au début et va enchaîner les petits boulots sans vraiment réussir à maintenir un emploi. À ce moment-là, il va se décider à déménager à Armenia, une nouvelle ville en Colombie,
et il va s'y installer et essayer de reprendre tout simplement sa vie en main. Il va commencer à aller à l'église, il va même aller dans des réunions d'alcooliques anonymes, il va trouver un emploi en boulangerie et réussir à se maintenir dans cet emploi. Mais tout cela en réalité cache un secret terrible. Très souvent, Garavito se rendait au parc Valencia, un parc qui était réputé comme étant un lieu de haut trafic sexuel d'enfants. En 1980, il va changer d'emploi et trouver une place dans un supermarché en tant que caissier. Et il va se mettre à fréquenter une femme, Claudia, qui elle-même a 2 enfants, sachant que les enfants des femmes avec qui il s'est mis en couple n'ont jamais subi d'assaut sexuel de sa part. Dans ce supermarché, il avait une pause de 2 heures, une pause déjeuner de 2 heures, pendant laquelle il se déplaçait dans une autre ville, la ville de Kimbaya, où il allait agresser, encore une fois, sexuellement des enfants. En 1980, le viol d'enfants ne lui suffit plus. Il va y ajouter une nouvelle dimension, la torture. On ne sait pas pourquoi, en 1984, il décide de demander une aide psychologique, une aide psychiatrique. Quand il sollicite cette aide psychiatrique, ce n'est pas du tout pour son problème de pédophilie et d'agression sexuelle. Il y va en disant que c'est quelqu'un de dépressif. Les psychiatres vont le prendre au sérieux et vont l'interner pendant une trentaine de jours. Ils vont même lui prescrire des médicaments pour justement la dépression et pour une psychose qui lui a été diagnostiquée. En 1984, il décide de déménager encore une fois et il va aller s'installer dans la ville de Pereira. À Pereira encore, il va répéter le même schéma qu'il avait fait lorsqu'il avait déménagé à Armenia. Il va essayer de trouver un emploi fixe et il va trouver une femme avec qui se mettre en couple pour maintenir une image correcte face à la société colombienne de l'époque. Tout cela n'était que des apparences. En réalité, à partir de là, il va commencer à peaufiner son mode opératoire. Il va commencer à se déguiser en professeur, en prêtre, en mendiant, pour ne jamais être reconnu. Un seul élément commun à tout cet déguisement, ce sont ses lunettes. Lorsqu'il trouve ses cibles, ses proies, son mode opératoire justement consiste à les faire marcher plutôt longtemps pour les fatiguer. Et arrivé dans un endroit isolé, il va tout simplement lancer l'assaut sur eux, les attacher avec une corde en nylon et les agresser sexuellement avant de les torturer. Et c'est en octobre 1992 qu'il va perpétrer son premier meurtre. Premier meurtre inspiré de l'une de ses passions, de l'une de ses inspirations, qui est la magie noire. Avant de perpétrer ce meurtre, Garavito va acheter une table de Ouija qu'il va aussitôt utiliser, et selon lui, une voix lui aurait parlé et lui aurait demandé s'il voulait la servir. Lui, fasciné, a répondu tout de suite oui, et cette voix lui aurait demandé de tuer, en échange de quoi il lui arrivera de grandes choses. Il ne lui a pas fallu longtemps pour être convaincu, puisque le 2 octobre 1992, Garavito va perpétrer son premier meurtre. Un soir, il est dans un bar et il va voir un garçon qui quitte très rapidement le bar, un adolescent, Juan Carlos, et il va se mettre à le suivre. Ce garçon va faire une pause et il va saisir ce court moment pour acheter un couteau de boucher et va continuer à le suivre. Ensuite, il va le convaincre lui-même de le suivre dans une direction isolée. On ne sait pas vraiment comment il arrive à convaincre les adolescents, mais il arrive à les convaincre. Arrivé dans un endroit isolé, dans une forêt un peu plus loin, il se met à poignarder l'enfant après l'avoir violé et torturé violemment. Les tortures étaient telles que quelques jours après, quand le corps a été retrouvé, les parties génitales de Juan Carlos ont été sectionnées, ses pieds montraient des signes de mutilation, tout son corps d'ailleurs montrait des signes de mutilation, et il y avait eu un viol évident. Avec du recul, Garavito dira plus tard aux enquêteurs qu'il s'est senti très coupable de ce premier meurtre, mais il semblerait que sa culpabilité n'ait pas duré très longtemps, puisque 6 jours après, le 8 octobre 1992 très exactement, il va perpétrer tout bonnement son second meurtre sur encore un adolescent de 12 ans. Et là, même schéma, viol, torture, pour finir au meurtre.
Suite à ce second meurtre, Luis Garavito va décider de déménager à Bogota et il va faire 8 autres victimes en 1993. Mais chaque crime, au fur et à mesure qu'il est perpétré, devient de plus en plus violent. Au départ, ça consistait à sectionner des membres, à éviscérer les victimes alors qu'elles étaient encore en vie, pendant qu'il les violait parfois, et il a très vite évolué vers la décapitation de ses victimes. 11 corps ont été retrouvés avec leur tête décapitée. Bizarrement, en février 1994, il va encore une fois tuer une victime, mais cette fois-ci à Tuluá, dans une autre ville de Colombie. Cette fois-ci, en réaction à ce meurtre, il dira plus tard que une autre voix s'est mise à lui parler et justement à lui demander de cesser tous ces meurtres. Et donc il va se mettre à lire la Bible et il va arrêter de tuer pendant quelques temps. Cette année-là, il va faire une chute et se casser la jambe, mais cette chute ne va absolument pas l'empêcher de tuer 4 enfants dans la région de Valle. Le 8 juin 1996, pour une fois, il va avoir affaire à la police. Dans la ville de Bocaya, un jeune garçon va disparaître et très vite l'alerte sera donnée de la disparition de ce garçon par ses parents. Et des passants ont vu justement ce garçon partir avec un monsieur un peu boiteux qui lui a proposé des bonbons. Les policiers retrouvent très vite Garavito, l'interrogent. Celui-ci nie tout bonnement avoir emmené ce garçon avec lui, et du coup les policiers le libèrent. Quelques heures après l'avoir libéré, le corps du garçon a été retrouvé avec sa tête décapitée, ses organes génitaux sectionnés et mis dans la bouche de la tête du garçon. Ils ont essayé de retrouver Garavito, mais quelques heures après, il avait déjà quitté la ville. Il va continuer tous ses voyages autour de la Colombie et malheureusement continuer à perpétrer tous ses crimes envers des adolescents jusqu'à ce qu'il à nouveau déménage à Tonja où il va attirer un jeune adolescent, mais cette fois-ci encore, il va très vite se faire repérer par des commerçants et par des travailleuses du sexe qui vont le signaler. Le caractère qui le distingue un peu des autres hommes de son âge, c'est qu'il boite. Et donc là encore, il va être confronté à la police. La défense de Garavito va être de dire c'est vrai, je l'ai croisé, mais je l'ai laissé partir, je ne l'ai pas suivi, il ne m'a pas suivi. Et justement, ces personnes m'accusent moi, car j'ai un handicap, et je suis discriminée, quoi, tout bonnement. Et malheureusement, les policiers vont mordre à l'hameçon et vont le libérer. Ils vont retrouver le corps trop tard. Le temps qu'ils trouvent le corps a encore une fois suffi à Garavito de partir dans une autre ville. Il va d'abord aller à Risaralda, où il va encore une fois malheureusement violer, torturer et tuer un garçon. Et il va se décider après ça à s'installer à Bogota, où il va se déguiser en moine et il va se servir évidemment de ce déguisement pour attirer ses victimes. Problème, un garçon va disparaître et va très vite être signalé encore une fois par ses parents. Et les gens qui ont été témoins des derniers moments où il était dans la ville de Bogota vont signaler qu'il a effectivement suivi un monsieur qui boitait. Les policiers, en fonction du portrait qui a été fait par les passants, vont interpeller un monsieur qui n'est absolument pas Luis Garavito. La personne qui va être arrêtée par la police s'appelle Pedro Ramirez Garcia. Il a déjà un casier judiciaire en la matière, mais surtout, ce monsieur vendait des bouteilles de miel qui ont elles-mêmes été retrouvées sur la scène de crime. Le problème, encore une fois, c'est que Garavito, c'est un problème, mais en réalité tant mieux, va continuer à perpétrer ses crimes à Bogota, et là, les enquêteurs, les policiers vont être forcés d'admettre qu'en réalité la personne qu'ils ont arrêtée n'est pas le bon suspect. On commence à trouver ça quand même assez suspect, toutes ces disparitions d'enfants, tous ces corps retrouvés, décapités, sectionnés, torturés, violés. Et quelques temps plus tard est découvert un charnier, une fosse, où il y a 36 crânes d'adolescents. Il allait souvent dans des champs de canne à sucre, car les champs de canne à sucre avaient de très hautes herbes, et donc il était beaucoup plus facile pour lui d'agresser ses victimes dans ces champs-là. Ces champs, une fois dans l'année, sont cultivés, et à l'occasion de cette culture,
sont apparus énormément de charniers où ils ont retrouvé énormément de corps ou de parties de corps d'enfants, tout, tout autour de toutes les villes où il a été. Une unité a dû être créée pour essayer de traquer là où les personnes qui étaient responsables de tous ces meurtres. Garavito, qui va sentir l'étau se resserrer sur lui, va prendre une décision assez radicale. Il va quitter la Colombie et essayer d'aller s'installer en Équateur, ce qu'il va réussir à faire. Malheureusement, là-bas, ses penchants, qui sont plus forts que lui, reprennent le dessus, et très très vite en Équateur, il est le suspect numéro 1 de plusieurs crimes perpétrés là-bas, avec le même mode opératoire qu'en Colombie, et donc il va très vite préférer revenir en Colombie. Il revient donc en Colombie, et en février 1999, les policiers ont accumulé énormément de preuves. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est recherché pour 138 meurtres d'enfants. 138 qui sont découverts par la police. En réalité, il y en a eu beaucoup plus. Et c'est le 22 avril 1999 qu'il va officiellement tenter de perpétrer son dernier assaut criminel. Avant de vous parler de ce dernier assaut criminel, il va quand même falloir qu'on reparte un petit peu en arrière et qu'on se mette du côté des policiers. Il faut savoir que déjà à la fin de l'année 1998, il a sévi dans, comme je vous l'avais dit au départ, une 60aine de villes en Colombie. Et forcément, au bout d'un moment, ça se fait voir. Donc énormément de forces de police ont été mobilisées pour essayer de résoudre l'enquête de tous ces meurtres. Un policier en particulier, qui s'appelait Aldemar Duran, est sur ses traces depuis 1992. Il faut savoir que depuis le premier crime que je vous ai cité, le 2 octobre 1992, Aldemar Duran cherche le tueur. Dès le départ, Aldemar Duran va essayer de chercher des similitudes entre les premiers meurtres qui ont lieu à Armenia, par exemple les cordes en nylon qui sont laissés sur les scènes de crime, ou tout simplement les bouteilles d'alcool vides, car à chaque fois Garavito, quand il commettait des crimes, s'alcoolisait énormément. Et donc, il va même faire appel à des scientifiques et demander des autopsies des corps pour essayer de fixer un profil du tueur. Et très vite, il va se dire il s'agit là soit d'un tueur, soit de plusieurs tueurs organisés, mais qui ont toujours pour cible des adolescents âgés entre 8 ans et 14 ans. Il est quasiment impossible d'attraper un tueur qui ne reste pas fixe au même endroit. Et donc, le seul moyen pour Aldemar Duran de s'accrocher et d'essayer de trouver une piste était de se fixer sur les victimes. Il a essayé de faire appel à des professionnels, à des scientifiques qui avaient la capacité de faire ce qu'on appelle de la reconstruction faciale. Il a fait appel à Mario León Artunduaga pour justement essayer de reconstituer en argile les visages des enfants qui étaient morts, pour essayer d'avoir une piste et peut-être de faire un lien avec un ou plusieurs tueurs possibles. Le 6 février 1999, un nouveau cimetière est découvert à Palmyra. Dès le départ, on va attribuer l'enquête à un inspecteur, l'inspecteur Carlos Herrera, qui lui-même, dès le départ, va prendre cette enquête très au sérieux et va relever plusieurs indices sur les scènes de crime, dans justement les cimetières laissés par Garavito, et va pouvoir établir le profil tueur de Garavito. Sur les scènes de crime, il va trouver plusieurs indices, comme par exemple ses chaussures ou ses lunettes qui sont un peu brûlées. Et tous ces indices vont permettre de constater que ce tueur a en réalité quelques particularités. Par exemple, les chaussures qui sont laissées sont d'un côté usées et de l'autre côté peu usées. Il va constater qu'il a une démarche particulière et possiblement que c'est une personne qui boite. Les lunettes, elles aussi, sont extrêmement importantes, je vous l'avais dit, quand je vous avais dit qu'il se déguisait, il conservait toujours ses lunettes, et en réalité, ces lunettes sont extrêmement importantes car le verre qui est utilisé démontre que le tueur, encore une fois, a un problème oculaire qui est particulier à une certaine tranche d'âge. Pour avoir ce genre de lunettes, il faut être âgé entre 40 et 45 ans. Et donc, avec la taille des chaussures, la façon dont elles sont utilisées, les lunettes un peu brûlées,
L'inspecteur Carlos Herrera va pouvoir déterminer que le tueur mesure à peu près entre 1,65 m et 1,70 m, qu'il boite ou qu'il a une démarche particulière et qu'il est âgé entre 40 et 45 ans. Et justement, les brûlures qu'on a retrouvées sur les lunettes montrent que peut-être que le tueur a une brûlure apparente ou pas sur le visage ou à un autre endroit sur le corps. Tous les indices réunis sont mis dans une base de données qui donne à la fin 5000 résultats, donc 5000 suspects potentiels. Cette liste était trop excessive et au fur et à mesure, les enquêteurs ajoutaient des indices ou des preuves qu'ils avaient trouvées pour aboutir à une liste totale de 25 suspects. Entre-temps, l'inspecteur Aldemar Duran part à Bogota et entend parler de l'histoire de la disparition du gamin et de la personne qui a été accusée à tort. Et lorsqu'il demande à consulter les dossiers, il se rend compte que parmi la liste des suspects déjà à cette époque-là, y figurait un certain Luis Garavito, qui figure aussi sur la liste des 25 suspects que la base de données a donné. Aldemar Duran, qui est très consciencieux, décide d'être sûr. Il va rendre visite à Esther, la sœur de Garavito, à Trujillo, et celle-ci, d'abord très étonnée, se livre très rapidement à l'inspecteur et lui donne même un sac noir que Garavito a laissé chez elle. Bingo, dans ce sac, il y avait tous les trophées de Garavito. Des photos des enfants, des lames de rasoir avec lesquelles il mutilait, peut-être des poignards, les cordes en nylon. Et là, Aldemar Duran est sûr. Il a trouvé le tueur. Au fur et à mesure, il demande quelles sont les femmes qu'il a fréquentées. Et pareil, à chaque fois, elle lui donne un sac que Garavito a laissé chez elle. Et encore une fois, il trouve des indices accablants. Des coupures de presse parlant des meurtres, du lubrifiant et plein d'autres choses qui démontrent que c'est lui le coupable. Et donc là, on va repartir du côté de Garavito et on repart au 22 avril 1999 où il s'apprête à perpétrer son dernier meurtre. Il trouve un garçon très jeune qui sortait de chez lui et encore une fois, même mode opératoire, il l'attire dans un endroit désert. Et directement, il se met à lui sauter dessus, mais l'enfant se débat très fortement. L'enfant crie de toutes ses forces et par chance, un sans domicile fixe est passé par là et a aidé l'enfant à se débattre et à fuir. Il l'a tiré avec lui pour s'enfuir. Garavito les pourchassait, mais comme je vous le rappelle, il boitait, donc forcément il avait très peu de chances de les rattraper. Et les deux fuyards réussissent à arriver à une station de garage et très vite l'enfant dit qu'un homme qui les pourchassait a essayé de l'agresser sexuellement. Le garagiste appelle donc tout de suite la police qui entre-temps était déjà en train de noter le signalement de la mère de l'enfant. Ils arrivent sur place au garage, ils trouvent l'enfant, sa mère le prend dans ses bras et il fait tout de suite la description de Garavito. Un monsieur âgé avec des lunettes qui boite. La police va faire des rondes. Malheureusement, elle ne va pas le trouver tout de suite. La police se propose donc d'accompagner la mère et son enfant chez eux. Et par chance, ils croisent un homme qui boite. Et cet homme, c'est Luis Garavito. L'enfant le reconnaît tout de suite et il est tout de suite arrêté par la police et mis en cellule. Les inspecteurs vont lui montrer les preuves. Les inspecteurs vont l'interroger pendant littéralement 8 heures. Mais il va continuer de clamer son innocence. À ce moment-là, ils ont une idée brillante. Ils vont donc faire appel à l'inspecteur Aldemar Duran pour l'interroger. Celui-ci va l'interroger littéralement pendant 18 heures. Et pendant 18 heures, il va lui rappeler toutes les tortures, tous les viols, tous les sévices. Et Garavito craque. Il n'en peut plus d'entendre tout ça. Il n'en peut plus de faire face à cette réalité horrifique, cette réalité brutale qu'il a fait lui-même vivre à des enfants comme lui-même l'a vécu quand il était jeune. Il supplie l'inspecteur Duran d'arrêter. Non seulement il admet tout, mais en plus il va admettre d'autres crimes qui faisaient l'objet d'absolument aucune enquête. Le 28 octobre 1999, il va comparaître devant le juge et être accusé de 118 meurtres. Les procès vont durer quelques mois et c'est en mai 2000
que 11 tribunaux l'ont accusé des différents meurtres et tout cela donne une peine de 835 ans de prison. À cette époque-là, il était littéralement pas possible de donner plus de 30 ans de prison à une personne. Le crime le plus grave était puni de 30 ans de prison. Donc, il a pris une peine à perpétuité de 30 ans de prison, sachant malheureusement que il a pu faire aménager sa peine tous les ans, la faire aménager de 4 mois, ce qui fait qu'il est possible que Luis Garavito sorte de prison en 2023. Si ce contenu vous a plu, sachez que je le fais tout le temps en live sur Twitch, tous les dimanches. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, à vous follow à mon compte Insta aussi, je mettrai un extrait de cette vidéo pour que vous puissiez voir, et à mon Twitter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et à la prochaine pour des nouvelles histoires de crimes.